OK, je vais essayer aujourd'hui de parler dans un temps assez court en fait, d'économie, mais d'un point de vue un petit peu plus, point de vue peut-être avec les gens, auquel les gens ne sont pas habitués. Je vais parler de l'astronome Johann Kepler. Certains ont déjà entendu le nom Kepler. Euh, Reconnu pour avoir découvert que en fait, les orbites des planètes n'étaient pas des cercles, c'était des ellipses. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop, mais le point est qu'en tant qu'organisation politique, nobody needs translation. Euh, donc, en tant qu'organisation politique, on a étudié Kepler, en fait, M. Larouche a étudié Kepler et on a en fait tenté de répliquer ces découvertes dans le domaine de l'astronomie et aussi de la musique, afin de donner un sens à la population de qu'est-ce qu'on entend quand on parle de deux choses. Quand on parle de la nature humaine et sa capacité à comprendre comment les choses fonctionnent, donc sa créativité, et aussi évidemment comprendre comment le système solaire, mais aussi l'univers dans son entièreté, comment tout ça fonctionne. Et M. Larouche va assez loin en disant que Kepler doit redevenir la base pour le développement de la science et aussi le développement de l'économie physique, donc du développement économique. Juste pour donner peut-être un exemple, bon, premièrement, Kepler, on parle du début, la fin du 16e siècle et le début du 17e siècle, à une époque où les gens sont encore en train de se demander, ou plutôt les gens ont accepté en fait plusieurs approches, plusieurs modèles différents du système solaire. Donc on a Copernic, donc certaines personnes connaissent peut-être mieux avec le Soleil qui est plus ou moins au centre du système solaire. Mais vous avez aussi des vieilles théories, comme celle de Ptolémée. Donc là, on parle de 200 ans. 200 ans, aujourd'hui c'était avant. Je crois que c'est avant Jésus-Christ. Où là, la Terre est au centre du système solaire. Et c'est pas la Terre ne tourne pas, la Terre est stable et tout tourne autour de la Terre. Donc, et vous avez aussi Tycho Brahe, qui est un système encore plus mélangeant, où la Terre est au centre du système solaire, mais toutes les planètes tournent autour du Soleil, qui lui tourne autour de la Terre. Donc, on a des systèmes. En fait, ce qui se passait à l'époque, c'est que vous aviez même des scientifiques qui s'amusaient à créer d'autres modèles. Donc, vous aviez même un modèle populaire à l'époque où la Lune était le centre du système solaire, le système lunaire. Si vous regardez l'animation qu'on avait fait, c'était assez bizarre. C'est vraiment, tout tournait d'une manière bizarre, mais le point, c'est que d'un point de vue mathématique, d'un point de vue statistique, c'était pas faux. Donc, ça fitait selon les statistiques, selon les mesures de l'époque. Et le point, en fait, ce qu'on pourrait commencer à regarder pour bien comprendre le problème, en fait, il y a deux problèmes. Et j'irais jusqu'à dire que le premier problème est en fait ce que le système impérial utilise depuis des générations pour contrôler la population. Et là, je parle du problème de la perception des sens, la perception sensorielle. Donc, avant même, peut-être pas avant même, mais par exemple, dans un pays comme le Canada, où on ne peut pas dire nécessairement qu'il y a une oppression militaire ou qu'il y a une famine ou une guerre civile. Donc, on n'a pas ces problèmes-là, mais on a un problème où la population, en fait, baigne dans l'ignorance et baigne dans une méthode, en fait, scientifique qui ne fonctionne pas. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de contrôler les gens physiquement, qui sont contrôlés mentalement à travers leur système d'éducation, les médias, etc. Et juste donner un peu un contexte, si vous pensez, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fait, quand vous regardez le ciel étoilé, si vous regardez le ciel pendant
1 heure, 2 heures, 3 heures, vous voyez quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une rotation des étoiles qui se font. Si vous regardez le même point pendant 3 heures de temps, l'étoile que vous regardez à ce point-là va bouger après un certain temps. Et en fait, si vous restez là toute la nuit, vous allez voir que, en fait, si vous restez pendant 24 heures à peu près, vous allez avoir une rotation complète de ces étoiles-là. Pas à cause du jour, mais si vous vous réveillez le lendemain, à même heure, le soir. Donc, quand vous regardez ces étoiles qui tournent, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce qui tourne? Est-ce que c'est le ciel qui tourne autour de la Terre, autour de soi, ou c'est la Terre qui tourne sur elle-même et qui crée ce paradoxe-là? Donc, c'est pas évident de répondre à ça de manière automatique. Et Ptolémée, ben, lui, c'est ça qu'il a fait. Il a dit, ce que je vois, c'est que les planètes, les étoiles tournent, donc forcément, moi, je suis stable. Il a été même jusqu'à dire que la Terre était le plus gros des astres, parce que tout tourne autour du plus gros des astres, évidemment. Il a été même jusqu'à dire que si la Terre tournait, puisque la Terre est tellement grosse, tout le monde tomberait en bas de la planète, parce qu'évidemment, ça tournerait tellement vite. Donc, beaucoup de problèmes avec Ptolémée, mais ça donne un exemple que les sens, dans ce cas-là, dominent totalement. Et si vous continuez à regarder, vous allez voir en fait qu'au-delà des étoiles, il y a aussi des planètes. Donc, il y a des objets qui ne suivent pas le procédé des étoiles. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de Kepler, qui a fait une étude sur la planète Mars, vous voyez que si vous regardez la planète Mars, si vous regardez les observations pendant plusieurs semaines, vous pouvez voir qu'en fait, la rotation est, à certains moments dans l'année, la planète Mars fait une espèce de loop. Donc, va faire une espèce de cercle. Donc, va se déplacer dans le ciel et va revenir sur elle-même pour ensuite repartir dans sa direction. Ce qui a amené beaucoup de problèmes à l'époque parce qu'on se disait, quelle espèce on était loin des orbites circulaires, là, on était dans une orbite carrément, on est dans les pretzels, on est dans les différentes formes un peu bizarres. Et en fait, le problème dans tout ça, c'était pas nécessairement les observations, mais c'était le questionnement des astronomes ou des scientifiques de l'époque. C'était de dire, en fait, si j'essaie de comprendre la planète Mars du point de vue de ses observations, du point de vue des statistiques et de tout ça, en fait, je ne vais rien comprendre. Parce que Kepler, déjà à ce moment-là, disait, la question principale, c'est comment fonctionne l'univers. Quels sont les principes harmoniques qui font que le système solaire fonctionne de telle ou telle façon. Donc, en fait, Kepler est reconnu pour, le mouvement Larouche a travaillé là-dessus sur 2 documents. Un qui s'appelait la Nouvelle Astronomie, qui était sur l'étude, en fait, de la planète Mars, qui a amené Kepler, en fait, à développer, avant Newton, les concepts de gravité universelle et la conception aussi des ellipses, comme étant la forme suivie par les orbites. Et un autre livre qui s'appelait Les harmonies du monde, dans lequel, en fait, on retrouve une très grande partie du livre dédiée à la musique. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? C'est correct. Tout le monde se demandait ça à l'époque, c'est quoi le rapport? On avait entendu des théories avec les pythagoriciens et d'autres personnages concernant la musique, concernant la géométrie. Donc, des gens qui essaient, en fait, à l'époque, comme par exemple dans le Timée de Platon, les gens formulaient des hypothèses, justement, sur le fonctionnement de l'univers en soi. Et donc, à un certain point, Kepler étudie non pas simplement ce qu'on pourrait, par exemple, mesurer aujourd'hui avec des satellites. Par exemple, aujourd'hui, avec des satellites, je pourrais vous dire la distance exacte sur l'orbite d'une planète, sa distance entre une planète et l'autre, à différents points, etc. Mais ça ne vous donne pas
ça ne donne pas la réponse à la cause des choses. C'est là le problème actuel, autant en économie que dans peu importe quel domaine, pas simplement scientifique, mais aussi culturel, c'est que non seulement on a laissé tomber la question de la cause, mais on est dans une situation où les gens, où leur conception de la science, leur conception de l'esprit humain, ne les amène pas du tout dans cette recherche-là. L'exemple que j'aime bien utiliser, c'est quand vous avez genre un article à toutes les semaines dans les journaux qui vous parle de tel aliment qui cause ou ne cause pas le cancer, qui prévient, ne prévient pas le cancer. La pizza, on a un article, tout ça dans les pizzas 2 pour 1, la pizza prévient le cancer. Ou tel type de pâte à dents pourrait causer un cancer. Mais c'est quoi la méthode? Qu'est-ce qu'ils font? C'est analyser analyser les aliments et en fait faire beaucoup de statistiques. Mais je pourrais aussi m'amuser avec les statistiques, puis je pourrais vous dire que si vous buvez de l'eau, vous avez 100% des chances de mourir un jour. Mais à quoi est-ce que ça me mène à quelque chose de vraiment utile? J'ai raison. Je m'excuse, mais buvez de l'eau aujourd'hui, vous allez mourir un jour. Des carottes ou du melon d'eau, peu importe. De la pizza. Bon. Donc le problème, c'est qu'on a aujourd'hui on a une fraude dans non seulement le système d'éducation en général, malgré qu'il peut y avoir des bons professeurs qui font leur maximum, on est dans une situation où, en fait, on a oublié la recherche de cause et M. Larouche parle de cette mécompréhension qu'on a de l'esprit humain. Et j'aimerais donner un exemple, parce que quand on parle de musique, je vais revenir sur l'aspect musical de Kepler. Mais si vous écoutez une composition comme une fugue, ou vous écoutez une symphonie, ce qui se passe dans ça, c'est que vous avez plusieurs voix, vous avez plusieurs instruments, des chanteurs. Et tout le monde chante en même temps, tout le monde joue en même temps. Et il n'y a pas, c'est pas une cacophonie, c'est pas un chaos. C'est en fait très plaisant à l'oreille et c'est très plaisant à l'esprit. Mais si vous prenez 10 personnes, vous les faites parler de n'importe quoi en même temps, à un moment donné, ça va vous taper sur les nerfs. Vous allez dire, vos gueules. Donc, dans la musique, et on va parler surtout de musique classique, parce que c'est ça. Attendez pas que le rap ou le heavy metal fasse une révolution là, dans la façon dont les gens pensent, c'est même le contraire. Mais quand vous écoutez l'art de la fugue de Bach, vous avez, par exemple, les fugues sont un bon exemple. Vous avez une première voix qui commence, vous avez une deuxième qui embarque. C'est similaire, mais c'est différent. Troisième, quatrième, des fois même une cinquième. Et à chaque fois, il y a quelque chose dans l'esprit ou il y a quelque chose dans la composition qui vous amène à vous poser des questions, à savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans cette composition-là. Et là, évidemment, si vous êtes habitué d'écouter de la musique classique dans votre salle de bain ou quand vous faites la vaisselle ou quand vous passez le balai, c'est pas la même chose. Je parle de... et essayez ça ce soir en arrivant chez vous. Mettez la 9e symphonie de Beethoven et asseyez-vous pendant 1 heure. Puis essayez de voir ce qui se passe sans vous endormir ou sans aller sur Facebook ou quelque chose comme ça. C'est un défi. C'est comme ça. Donc Kepler, en fait, va voir la musique aussi d'un point de vue proportionnel. C'est-à-dire que quand Kepler regarde les différentes distances entre les planètes, par exemple, une de ses premières approches était de regarder les solides, ce qu'on appelle les solides de platonicien. Donc, les 6 solides réguliers, les seuls solides réguliers qu'on peut créer là, dans le 3-dimensionnel, donc le cube, l'octaèdre, etc. Et en fait, a tenté d'insérer ces solides-là les uns dans les autres pour essayer de créer une espèce de système de proportion, en fait, où la limite
la limite du polygone, pas du polygone, mais du solide, serait en fait la mesure de l'orbite même. Ça, c'est avant, évidemment, c'est avant les ellipses à ce moment-là. Et la musique, en fait, rentre dans cette même logique-là. Parce que, en fait, si vous regardez, je vais donner un exemple, si vous avez ce qu'on appelle un monocorde, donc vous avez une boîte de résonance avec juste une corde que vous jouez, donc une note qui va être jouée par cette corde-là. Et si vous divisez votre ligne, votre corde, donc si vous prenez par exemple, divisez votre corde en deux, et vous appuyez votre doigt sur la moitié de la corde, et là vous jouez simplement la moitié de la corde. Donc vous allez voir qu'en fait vous allez créer ce qui s'appelle aujourd'hui un octave. Donc vous avez une différence en fait entre les deux notes, et qui est une différence que l'esprit peut mesurer. Donc vous pouvez reconnaître que c'est la même note, mais pas tout à fait la même note. C'est une note à un niveau différent. Comme la même note faite par un homme ou une femme, par exemple, aura une différence d'un octave. Si vous continuez la division, là vous rentrez dans le domaine de la création d'une musique bien tempérée. Parce qu'il y a une différence, par exemple, entre un piano, où en fait il y a une division égale, vous avez une séparation égale de la musique, versus un développement en fait par le haut de la création des notes musicales. Et vous voyez en fait que quand vous jouez sur un piano, d'une note à une autre, vous avez une différence de un ton. Mais quand vous tombez dans le système de Kepler, la différence entre une note et une autre en fait, va varier selon la note. Et là, on tombe aussi dans le chant. Et on tombe aussi là, on retombe dans l'esprit humain. On retombe dans la question de l'être humain et de sa nature. Parce qu'on ne prend pas la musique simplement comme un fait. Tout le monde aime la musique, on fait de la musique, on tape sur des instruments et tout ça. Mais d'un point de vue où Kepler se dit, si le monde est harmonique, si le monde est compréhensible et à l'image, en fait, d'une perfection divine, sans être parfait, évidemment. Le système n'est pas parfait, mais le système suit une certaine harmonie. Et qu'en fait, l'esprit humain est capable de découvrir cette harmonie-là. Donc ça, c'est le point important. Et c'est ça que des gens comme Socrate ont fait. Et c'est pour ça qu'ils sont décédés, enfin pas décédés, mais qui ont été tués. C'est que Socrate, dans un système dominé par des sophistes, était capable de dire, vous pouvez connaître comment les choses fonctionnent. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre à bien parler, à parler justement une langue de bois où vous êtes capable de séduire avec votre franc-parler, votre créativité linguistique ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais en fait, vous êtes capable de connaître des choses, vous êtes capable de réfuter certaines choses. Donc, vous êtes capable, en tant qu'être humain, de comprendre comment le système fonctionne. Et c'est là où Larouche met beaucoup l'accent, comme Avenir disait, la bataille entre Prométhée et le système de Zeus, donc dans la pièce Prométhée enchaînée. Où en fait, ce que Larouche est en train de dire, c'est que cette espèce de conception bestiale de l'être humain, où on dit souvent l'être humain est un singe sans poil, ou l'être humain est juste un animal un peu plus complexe. C'est la même chose. Les êtres humains veulent survivre, les animaux, ils veulent survivre. Et donc, on a une vision, en fait, qui est une fausse vision de l'espèce humaine. Et Larouche est en train de dire qu'en fait, cet aspect bestial qu'on peut voir dans l'histoire humaine, il y a eu des guerres, il y a eu des guerres civiles, il y a eu des horreurs. Mais en fait, si vous enlevez l'oppression faite par le système de Zeus, c'est là où vous créez les conditions pour qu'en fait l'être humain puisse être lui-même. Il puisse faire les découvertes nécessaires pour faire avancer sa société et que chacune de ces découvertes-là doit absolument briser le mur de la perception sensorielle. Donc, les réponses
aux grandes questions ne se retrouvent pas dans ce qu'on voit ou dans ce qu'on touche. Vous ne comprendrez pas la situation en Ukraine en lisant juste les journaux. Vous ne comprendrez pas la situation en Ukraine simplement en y allant. Vous avez déjà des gens... vous obstiner sur un sujet, vous obstiner sur les États-Unis, par exemple. Et les gens vont dire « Oui, mais moi, j'ai vécu 5 ans aux États-Unis, donc je connais beaucoup mieux la situation. » Je m'en fous si tu es allé là-bas ou si tu as vécu là 30 ans. Le point, c'est d'aller, en fait, à la vérité des choses, d'aller au principe. Donc, il ne s'agit pas d'une expérience sensorielle. J'ai vécu dans le nord de Montréal, donc je connais mieux. Ça veut rien dire. Le point est que si on veut avancer en tant que société, il faut être capable de découvrir comment les choses fonctionnent. Et tout le monde a cette capacité-là. Et que le système actuel, le système impérial dont on parle, cette espèce de système qui en fait utilise la finance, utilise le conflit militaire pour détruire des pays, se base en fait sur une tradition scientifique fausse, en fait une tradition de propagande, dans laquelle l'humain n'a pas accès à sa propre nature. Donc quand on a commencé à étudier Kepler, il y a de ça quelques années, évidemment, les gens ne comprennent absolument rien de ce qu'il est en train d'étudier. Heureusement, Kepler est quelqu'un qui a écrit, contrairement à beaucoup d'autres, qui a écrit sur sa méthode. Il a même écrit sur ses frustrations. Il dit « J'ai passé 5 ans sur tel problème. Je m'excuse, mais je vais vous le faire passer à travers. Ça va prendre peut-être juste 1 jour ou 2 jours. Moi, ça m'a pris 5 ans là, à trouver ce problème-là. » Et en fait, donner vraiment un sens de comment son esprit à lui fonctionnait et comment il réussit, en fait, à percer le mystère du système solaire. Parce que sans Kepler, on n'irait pas nulle part dans le système solaire. Et je pense que je vais terminer là-dessus en disant, je vais regarder le plan exact. Ouais. Juste terminer là-dessus en vous donnant un peu un sens que, en fait, malgré cette situation politique désastreuse, malgré une ignorance dans la population, on a quand même eu des avancées très importantes qui vont en fait dans la tradition de Kepler, c'est-à-dire que Kepler en fait était une personne qui a réussi à amener son esprit, ou plutôt pas amener son esprit dans le système solaire, mais amener le système solaire dans son esprit, pas capable de comprendre le fonctionnement. Mais aujourd'hui, on a une position où on peut envoyer plusieurs choses dans le système solaire et ainsi être capable de prendre pas simplement le système solaire, mais tout l'univers dans l'esprit. Donc, quand on pense par exemple au fameux robot Curiosity, qui est sur Mars, on a les Chinois qui sont sur la Lune avec le lapin de Jade, on a l'Inde qui a envoyé un satellite récemment dans l'atmosphère, le peu qu'il y a d'atmosphère de la planète Mars. On a les Européens qui ont réussi à aller sur une comète, des comètes qui sont des objets qui sont vieux de plusieurs milliards d'années. Donc, parles-tu de CERS-16? Rosetta. Cérès ou CERS-16? C'était la mission Rosetta. J'ai oublié le nom du robot exact. Mais c'était... Pardon? C'est Philae, le nom du robot. Philae, OK. Donc récemment, en fait, un projet sur, je pense, environ 10 ans, là, on a envoyé une sonde et là, en allant chercher de la vitesse en allant prendre la vitesse dans l'orbite de plusieurs planètes, c'est d'avoir la vitesse, en fait, c'est des calculs incroyables. Donc, ces objets, en fait, qui sont sur la Lune, sur Mars, etc., vont permettre, en fait, à l'esprit humain d'avoir de se projeter dans ce système-là. Et là, avec les nouvelles connaissances matérielles ou les nouveaux faits scientifiques, de refaire des hypothèses sur la longévité du système solaire, etc., etc. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Est-ce qu'il y a de la vie sur la Lune? Et de recréer dans notre esprit une idée de l'histoire pas seulement l'humanité, mais une histoire du système solaire, une histoire de l'univers.
À ça, je rajouterais que le mouvement Larouche était très mobilisé sur 2 mobilisations, 2 campagnes. En fait, la première étant depuis 2011, surtout avec le tremblement de terre au Japon, Fukushima, où on a commencé à travailler avec d'autres scientifiques sur la prévision sismique. Et j'amène cet exemple-là, c'est de prévoir les tremblements de terre. Parce que selon plusieurs scientifiques, dont le scientifique russe Sergei Poulinets, en fait, et c'est drôle parce qu'on a eu une campagne à ce moment-là, on est allé à l'université McGill, moi-même et Matt, on est allé voir les profs de géologie, et on s'est bien rendu compte que, en fait, les géologues, c'est des géologues, donc ils étudient la Terre, et pour eux, les tremblements de terre, si vous voulez comprendre ça, il faut mettre, un peu comme l'autruche, il faut mettre la tête dans le sol, il faut regarder ce qui se passe dans le sol. Mais les gens comme Poulinets, ils ont dit, non, vous voulez prévoir les tremblements de terre, il faut regarder dans l'atmosphère de la Terre, il faut regarder dans le champ magnétique de la Terre. On a fait découvrir qu'avant le tremblement de terre, il y a certains phénomènes qui se produisent dans l'atmosphère. Ce qui a amené certains scientifiques à dire, d'après nos études, même des études avec très peu d'argent, on avait une idée que, en fait, quelques jours avant Fukushima, on avait des données qui nous permettaient de dire qu'il faudrait peut-être mieux évacuer la région. Mais étant une science encore dans son berceau, c'est pas tous les gouvernements qui sont lancés là-dessus. Là. Donc, mais il y a de quoi. C'est un bon exemple, je pense, où le tremblement de terre se prévoit en regardant, en fait, en haut. Vous avez votre tremblement de terre, vous auriez dû regarder en haut. Donc, c'est un bon paradoxe pour dire qu'il ne faut pas se laisser mener par les sens de ce point de vue-là. Et l'autre projet qui va m'amener à ma conclusion, c'est en fait un projet amené par les Russes depuis quelques années déjà, sous le nom de la défense stratégique de la Terre. Certains se rappellent, récemment, on a eu un astéroïde qui a explosé dans le ciel de la Russie, qui a fait 1000 blessés. C'est-à-dire que l'explosion de l'astéroïde a brisé des fenêtres, donc il y a eu un choc, un onde de choc. Donc il y a eu 1000 blessés. Donc l'astéroïde ne s'est pas rendu sur le ciel. Mais ce qui était en fait important, c'est que à cette journée-là, les scientifiques et les curieux, les astronomes amateurs, en fait, ont tourné leur attention à un autre astéroïde qui passait près de la Terre. Mais personne n'a vu celui qui allait toucher la Terre. Parce qu'il y a tellement de ces objets-là qu'en fait, c'est difficile de vraiment savoir ce qui se passe. Et ce qui cause, en fait, un problème pour le développement de l'espèce humaine et pour la survie, parce qu'un de ces objets-là peut vraiment, comme on a plusieurs théories sur justement l'histoire de l'humanité, comme quoi ça peut détruire, créer en fait des destructions comparables à des armes nucléaires, en fait plusieurs centaines d'armes nucléaires. Donc, en fait, l'idée d'être capable de protéger la Terre des astéroïdes, qui en fait se comptent par les centaines de milliers à travers le système solaire actuel. Mais évidemment, pour faire ça, il faut aller encore plus loin dans l'espace. Il faut être capable, par exemple, de prévoir plusieurs années avant l'arrivée d'un astéroïde. Donc, il faut avoir une très bonne lunette. Et, comme Larouche le disait, il dit, essayer de comprendre le système solaire en restant sur la Terre, c'est stupide. C'est comme essayer de regarder quelqu'un avec des lunettes pleines de boue. Vous avez plein de distorsions sonores, etc., visuelles, qui vous empêchent de vraiment voir comme il faut. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui en fait, de faire une nouvelle percée, dont Bob va sûrement parler un peu plus, mais de faire la percée, c'est-à-dire de maîtriser la fusion nucléaire, qui va permettre, en fait, l'étalement de l'esprit humain à travers le système solaire, et va nous permettre aussi de vraiment comprendre, je ne dirais pas la totalité, parce que c'est toujours impossible, mais de vraiment, en fait, resituer l'être humain, non pas comme étant un être simplement terrestre, mais étant comme un être du système solaire ou même de l'univers. Donc, en fait, que notre monde ne se limite pas à ce qu'on voit ou ce qu'on sent, mais en fait, notre environnement, si vous voulez, si on pourrait dire
l'environnement terrestre a un environnement lui aussi. Ça serait vraiment stupide de ne pas prendre en considération cet environnement-là qui est beaucoup plus grand, avec le Soleil, le rayonnement cosmique, les astéroïdes. Et on pourrait aller plus loin encore en étudiant la galaxie même. Donc, quand M. Larouche dit qu'il faut reprendre Kepler et le remettre au centre de l'économie, en fait, c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire de chercher les causes des phénomènes et toujours défendre, en fait, notre conception de la nature humaine en regardant la relation entre l'univers en soi et comment l'esprit humain lui-même fonctionne. Ce qui va permettre de vraiment créer les génies dont on a besoin. Les génies, on ne sait jamais, ils peuvent sortir du ghetto comme de l'université de la Ivy League ou peut-être même McGill, qui sait. Mais donc de remettre cette base-là pour sortir véritablement du système impérial, qui n'est pas juste une guerre, en fait, qui est une guerre contre l'esprit humain et contre la nature humaine elle-même. OK, je vais essayer aujourd'hui de parler dans un temps assez court en fait, d'économie, mais d'un point de vue un petit peu plus, point de vue peut-être auquel les gens ne sont pas habitués. Je voulais parler de l'astronome Johann Kepler. Certains ont déjà entendu le nom Kepler. Reconnu pour avoir découvert que en fait, les orbites des planètes n'étaient pas des cercles, c'était des ellipses. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop, mais le point est qu'en tant qu'organisation politique, nobody needs translation. Donc, en tant qu'organisation politique, on a étudié Kepler, en fait, M. Larouche a étudié Kepler, est stable et tout tourne autour de la Terre. Donc, et vous avez aussi Tycho Brahe, qui est un système encore plus mélangeant, où la Terre est au centre du système solaire, mais toutes les planètes tournent autour du Soleil, qui lui tourne autour de la Terre. Donc, on a des systèmes. En fait, ce qui se passait à l'époque, c'est que vous aviez même des scientifiques qui s'amusaient à créer d'autres modèles. Donc, vous aviez même un modèle populaire à l'époque où la Lune était le centre du système solaire, le système lunaire. Ici, vous regardez l'animation qu'on avait faite, c'est assez bizarre. C'est vraiment, tout tournait d'une manière bizarre, mais le point, c'est que d'un point de vue mathématique, d'un point de vue statistique, c'était pas faux. Donc, ça fitait selon les statistiques, selon les mesures de l'époque. Et le point, en fait, ce qu'on pourrait commencer, et on a, en fait, tenté c'est de répliquer ces découvertes dans le domaine de l'astronomie et aussi de la musique, afin de donner un sens à la population de qu'est-ce qu'on entend quand on parle de deux choses, quand on parle de la nature humaine et sa capacité à comprendre comment les choses fonctionnent, donc sa créativité, et aussi évidemment comprendre comment le système solaire, mais aussi l'univers dans son entièreté, comment tout ça fonctionne. Et M. Larouche va assez loin en disant que Kepler doit redevenir la base pour le développement de la science et aussi le développement de l'économie physique, donc du développement économique. Juste pour donner peut-être un exemple, premièrement, Kepler, on parle du début, la fin du 16e siècle et le début du 17e siècle, à une époque où les gens sont encore en train de se demander, ou plutôt les gens ont accepté en fait plusieurs approches, plusieurs modèles différents du système solaire. Donc on a Copernic, dont certaines personnes connaissent peut-être mieux, avec le Soleil qui est plus ou moins au centre du système solaire. Mais vous avez aussi des vieilles théories
comme celle de Ptolémée. Donc là, on parle de 200 ans. 200 ans, aujourd'hui c'était avant. Je crois que c'est avant Jésus-Christ. Où là, la Terre est au centre du système solaire. Et c'est pas la Terre ne tourne pas. La Terre, à regarder pour bien comprendre le problème, en fait, il y a deux problèmes. Et j'irais jusqu'à dire que le premier problème est en fait ce que le système impérial utilise depuis des générations pour contrôler la population. Et là, je parle du problème de la perception des sens, la perception sensorielle. Donc, avant même, peut-être pas avant même, mais par exemple, dans un pays comme le Canada, où on ne peut pas dire nécessairement qu'il y a une oppression militaire ou qu'il y a une famine ou une guerre civile. Donc, on n'a pas ces problèmes-là, mais on a un problème où la population, en fait, baigne dans l'ignorance et baigne dans une méthode, en fait, scientifique qui ne fonctionne pas. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de contrôler les gens physiquement.